Au cœur de l'été 2008, l'arrestation gênante d'un membre de la famille Rockefeller, la lignée la plus puissante des États-Unis, fait la une des médias nationaux. Clark Rockefeller a enlevé sa fille plusieurs jours avant que la chasse à l'homme ne s'arrête. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une affaire comme celle-ci. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas à un simple divorce qui tourne mal. L'arrestation fait éclater un énorme scandale, une imposture qui a duré plus de 30 ans, doublée d'un meurtre au premier degré. On ne sait pas qui est cette personne, mais ce n'est pas Clark Rockefeller. C'est un homme dangereux, dangereusement intelligent. Cet homme a emprunté de multiples identités pendant plusieurs décennies. Il s'est inventé des personnages hauts en couleur, à l'image des plus grands héros de fiction. Il a utilisé le nom de Christopher Crowe dans le Connecticut et à New York. Il a utilisé le nom de Christopher Chichester en Californie. Et il était connu ici, en Nouvelle-Angleterre, sous le nom de Clark Rockefeller. Il est Gatsby le magnifique, il est le talentueux Mr. Ripley. C'est le plus grand imposteur de notre époque. C'est quelqu'un qui est sujet à un trouble de la personnalité très complexe, qui a trait au narcissisme et à la sociopathie. Un sociopathe pour certains, un génie pour d'autres, doté d'un don d'imitation et d'une intelligence surdéveloppée. Ses amis les plus proches témoignent de cet incroyable pouvoir d'intrusion. Il a sonné à ma porte et il s'est imposé dans ma vie. Plus ses mensonges étaient gros, plus ses histoires étaient folles. Et plus il était convaincant. Mais derrière ce regard inquiétant se cache un Allemand passionné de cinéma et fasciné par l'Amérique. C'est l'histoire d'un adolescent déterminé à vivre des aventures rocambolesques et à faire de sa vie un film digne des plus grands classiques hollywoodiens. Un conte moderne dans lequel tous les personnages sont interprétés par la même personne. Une plongée noire dans une Amérique de faux semblants et d'apparence trompeuse. Il a essayé d'être quelqu'un d'autre. C'est ça le rêve américain. À travers 4 États, d'est en ouest, nous avons rencontré les personnages de cet étrange scénario. Ses amis proches, Walter Kern et Martha Henry. Le procureur et le détective privé au cœur de cette enquête singulière. Ses anciens voisins, des témoins clés. Tous ont un point commun, avoir été trompés par la seule et même personne. Lorsque Christian, le petit Allemand plein d'imagination, devient Clark, l'un des plus grands imposteurs de tous les temps. C'est cette histoire qu'ils vont nous raconter. Le vrai nom de Clark Rockefeller est Christian Gerhard Reiter. Il vient de Bergen, un tout petit village au pied des Alpes bavaroises en Allemagne. Il naît le 21 février 1961 dans un pays encore blessé par la guerre, peinant à se reconstruire. Plus de 30 ans plus tard, Walter Kern deviendra son meilleur ami sans jamais rien savoir de sa véritable identité. Il a depuis retracé le passé et le parcours du faux Rockefeller. Cette ville allemande était une petite ville catholique, très rurale et très pauvre. Sa famille a toujours vécu dans ce village et n'en est jamais vraiment sortie. Frank Girardot est journaliste, spécialiste de l'affaire. Il rencontrera l'imposteur après le procès. Son père était peintre, sa mère femme au foyer. Christian était un enfant surprotégé par sa mère. Enfant, Christian s'ennuie. Solitaire, dans cet environnement isolé, il s'invente un monde imaginaire. L'Allemagne subit alors une américanisation grandissante. Dans son quotidien, la culture yankee est omniprésente. Il a grandi à une époque où le monde est devenu à la portée de tous. Après la Seconde Guerre, la télévision, la musique, la culture américaine sont devenues plus accessibles. Ça l'a transformé. Pour lui, l'Amérique est une terre de fantasmes. Un pays puissant qui a gagné la guerre et qui a fait de l'Allemagne le pays faible. Il m'a dit que l'Allemagne était un pays vraiment déprimant. Il a grandi dans la peur que la Russie les attaque à tout moment. Je pense qu'il voyait l'Amérique comme une terre de promesses,
le glamour, l'argent, la réussite. Et puis un jour, en 1977, il fait une rencontre décisive. Faisant du stop, il croise par hasard la route d'un couple d'Américains qui évoquent leur pays aux 1000 opportunités. Sans attendre, il fait sa valise et quitte son village natal, laissant derrière lui sa famille pour toujours. Il y a un terme médical pour ça. On appelle ça dissociation. C'est une forme de déconnexion psychologique et émotionnelle et de déni du passé. C'est comme si une partie de la personnalité du sujet avait été refoulée dans un compartiment verrouillé à jamais. À seulement 17 ans, son rêve américain est à portée de main. Nous sommes en 1978. Christian vient d'atterrir dans le Connecticut, à Berlin, une petite ville typiquement américaine. Les maisons sont à l'identique, bien alignées dans des allées mornes et ordonnées. Grâce à un programme d'échange scolaire, Christian séjourne chez les Savio, une famille d'accueil. Ici, il espère vivre comme un parfait petit Américain. Les Savio sont une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Un papa, une maman qui travaille. Ce n'était pas un scénario à la hauteur de l'histoire qu'il voulait se raconter. Berlin ressemble peu à ce qu'il imaginait. La ville est monotone, sa famille d'accueil bien trop ordinaire. Très vite, l'adolescent montre un visage plus sombre et semble développer un ego difficile à combler. Il s'est transformé en monstre, d'après le fils de la famille chez qui il vivait. Il donnait des ordres à la maman, il se plaignait de la nourriture. C'est pas bon, c'est pas assez bon. Il a commencé à devenir très agressif et arrogant. À cette période, il disait qu'il était un noble, le fils d'un Allemand très riche. Les gens qui sont extrêmement narcissiques ou égoïstes veulent flatter leur ego et maximiser leur importance dans le monde. Ils sont souvent faibles, fragiles et inadaptés. Ils utilisent leur tendance narcissique comme un moyen de défense. Christian passe son temps devant la télévision. À travers le petit écran, le jeune homme découvre une autre Amérique. Une Amérique de la culture de masse et du divertissement. En 1978, le meilleur véhicule de la culture américaine était la télévision. La plupart des chaînes diffusaient ces vieilles comédies, des sitcoms. Il a étudié tous ces personnages de série et a appris à parler comme la classe bourgeoise américaine. Il travaille son accent et apprend à imiter les personnages de ces séries. Au lycée de la ville, il observe et calque son comportement sur son entourage. Peu à peu, Christian disparaît pour laisser place à Chris, un adolescent américain excentrique, aux multiples personnalités. Ce qu'on pouvait remarquer en discutant avec lui, c'est qu'il s'entraînait à imiter différentes voix et personnalités. Des témoins ont expliqué qu'ils l'ont vu se transformer en un nouveau personnage, juste sous leurs yeux. C'était la première étape d'un long processus de transformation vers la personne qu'il allait devenir. Après un an passé dans le Connecticut, Chris veut se consacrer à sa passion. Le monde du faux semblant et de l'illusion, le cinéma. I have a murder on my conscience. I killed him for money and for a woman. Yes, I'm afraid.
En 1979, il quitte le Connecticut et s'inscrit dans une université à Milwaukee, dans le Wisconsin. À la fac, il étudie les grands films classiques, ceux d'Alfred Hitchcock ou Orson Welles. Un genre le fascine plus particulièrement, le film noir. Dans son esprit, il se voyait comme une star de cinéma ou un réalisateur, quoi qu'il en soit, participant à la créativité d'une culture qu'il aimait. Le film Le Criminel, réalisé par Orson Welles, raconte l'histoire d'un Allemand qui arrive dans le Connecticut, tout comme Clark, et qui prétend venir de la classe bourgeoise américaine, tout comme lui. You know how I gathered and destroyed every single item in Germany and Poland that might have served as a clue to my identity. Well, je sais au fond de moi que Clark a vu ce film et qu'il l'a étudié. Étrange ressemblance entre cette fiction et le destin du futur imposteur. Comme dans le film, Chris est prêt à tout pour vivre aux États-Unis. En 1981, il trouve la solution. Il paye une étudiante, Amy Jerchild Dunk, et la persuade de se marier avec lui. Ce mariage blanc est son ticket d'entrée pour rester temporairement sur le sol américain, la meilleure façon d'obtenir une carte verte. Si une personne immigrée épouse un citoyen américain, le gouvernement lui donnera la permission de rester. Et ici, cette permission, c'est la carte verte. Si votre droit d'être sur le territoire est contesté, il vous suffit de brandir votre carte verte. Dès le lendemain de son mariage, Chris quitte Milwaukee et ne reverra plus jamais sa femme d'un jour. Amy, un peu lassée d'attendre, divorcera 11 ans plus tard, en 1992. Chris, lui, est parti tenter la grande aventure. Les palmiers, la côte ouest, le soleil californien. Prêt à créer sa première imposture. En 1981, il s'installe sur la côte ouest. Et Chris, qui n'a pourtant pas un sou en poche, choisit la banlieue la plus riche de Los Angeles, San Marino. Des familles richissimes, des fils d'eux haut placés et des retraités fortunés. Le quartier est à la hauteur de ses espérances. San Marino, c'est l'Amérique somptueuse de ses fantasmes. San Marino, de toutes les communautés autour de Los Angeles, est l'une des plus conservatrices, traditionnelles, aristocrates et prétentieuses. Je pense qu'il était très à l'aise avec ce genre de personnes de la haute bourgeoisie. Il pense mériter cette vie bourgeoise. Problème, pour l'instant, Chris n'est personne. Il applique alors la même méthode qu'à Berlin, observer méticuleusement les habitants et imiter leur mode de vie. Christian a découvert, en écoutant les gens, qui avait certains problèmes, qui avait beaucoup d'argent, qui avait un mariage difficile. Et il utilisait ces informations pour renforcer son imposture. Il agissait comme un acteur, avec des méthodes de comédien. Cette méthode qui consiste à regarder quelqu'un pour devenir quelqu'un. Il était très bon pour ça. Naît alors son premier personnage, Christopher Chichester, un aristocrate anglais. Pour tester cette nouvelle identité, il pousse la porte du coiffeur de la ville, Jan Eldnor. Un personnage haut en couleur, une figure locale très au courant de tous les commérages du coin. Il est venu me voir, on a commencé à parler, et il m'a dit qu'il s'appelait Christopher Chichester, qu'il venait d'Angleterre. Oh, il avait une carte de visite, très belle, très bien imprimée, de qualité. Il l'avait obtenue de la royauté anglaise.
C'était très impressionnant. Ian connaît tout le monde ici, et surtout les hommes les plus fortunés. Alors Christopher revient tous les jours chez lui. Ici, le café est gratuit, et les clients sont curieux d'en savoir plus sur ce nouvel aristocrate fraîchement débarqué en ville. Il s'asseyait derrière, buvait mon café et lisait le journal. Mon client suivant arrivait et il commençait à lui faire la conversation, lui demandant dans quoi il travaillait. Celui-là lui répondait qu'il était docteur orthopédiste. Et Christopher Chichester devait lire beaucoup parce qu'il pouvait parler de tout, de matériel, de nouvelles techniques de chirurgie. Et le docteur était très impressionné par ce jeune homme qui en connaissait autant. Pour maîtriser cet art de la conversation, Chris passe son temps dans cette bibliothèque où il peut tout étudier sans dépenser un seul dollar. Il élargit ses connaissances à une vitesse spectaculaire. Il étudiait les méthodes pour devenir un aristocrate cultivé et intelligent. Très vite, sa méthode fonctionne. Tous ont entendu parler de ce très jeune aristocrate, héritier d'une grande lignée anglaise. Il se fait une place de choix ici au Rotary Club, auprès des hommes, puis dans l'église, où il rencontre leurs femmes. Pour arriver à ses fins, il mise tout sur une séduction un peu désuète. Il avait seulement 23 ans, mais il agissait comme s'il en avait 40, 45. Sa manière de parler, ses connaissances, il plaisait en particulier aux femmes, car il était poli. Les profils sont tous les mêmes. Des femmes d'un certain âge, fortunées et seules. Il repère ses proies et laisse son charme exotique opérer. Christian avait un don pour trouver les personnes qui se sentaient seules et délaissées. Et il leur donnait beaucoup d'attention et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Il s'intéressait aux gens mal dans leur peau et il savait les réconforter. Pendant 3 ans, personne ne sait où loge vraiment le faux aristocrate. Mais une chose est certaine, son pouvoir de séduction lui permet de se faire entretenir. Il enchaîne les conquêtes, des femmes crédules qu'il invite au restaurant ou lui prête parfois de l'argent, jusqu'à sa rencontre avec celle qui va lui permettre de s'installer pour de bon. Elle s'appelle Didi Sohus. Elle est en mauvaise santé et surtout, elle vit seule dans cette grande maison. Après avoir vécu dans plusieurs endroits proches de San Marino et Pasadena, Clark rencontre Didi Sohus, une femme âgée qui aimait beaucoup fumer et boire et qui n'était pas en très bonne santé. Elle avait une très grande maison où elle vivait seule. Derrière, il y avait une maison plus petite pour les invités et c'est là qu'il a emménagé. En 1984, à 23 ans, il obtient son premier salaire en devenant aide à domicile et se rend irremplaçable auprès de Didi Sohus, profitant de son compte bancaire. Il a désormais du temps et de l'argent pour se consacrer à son rêve, se rapprocher d'Hollywood. Il commence par UCLA, l'université de Los Angeles. Avec un peu de culot, il réussit à fréquenter le meilleur cours de cinéma en se faisant passer pour un producteur d'une grande chaîne de télévision. Un jour, Steven Spielberg vient diriger un atelier pour les étudiants. Il tente alors sa chance. Il arrivait devant Spielberg et il lui a dit « Je suis Christopher Chichester, d'Angleterre, de la BBC. Je suis producteur. Oh, je suis impressionné, ravi de vous rencontrer. Oh, j'ai toujours voulu vous rencontrer, monsieur Spielberg. » Quelques semaines plus tard, se tenait la cérémonie des Oscars.
Chichester a appelé le bureau de Spielberg directement et a demandé à Spielberg des invitations pour les Oscars. Grâce à son faux statut de producteur, il obtient facilement les places pour les Oscars. Le monde d'Hollywood est juste une question d'allure et d'audace. Et dans ce domaine, le jeune Christopher n'a pas froid aux yeux. Le monde du cinéma s'ouvre à lui et tout semble se dérouler comme prévu. Mais l'arrivée en 1985 de John Sohus, le fils de Didi, va bouleverser les plans de Christopher. Didi Sohus avait un fils adoptif qui avait une vingtaine d'années, un peu plus âgé que Clark, et qui s'était marié à une femme nommée Linda. Un jour, le fils arrive et il voit Chichester. Il lui dit « Qui es-tu » Le couple a emménagé et Christopher n'a pas aimé ça. Car maintenant que le fils est là, il se dit que si la mère meurt, il ne pourra récupérer ni l'argent ni la maison. Alors il se demande « Qu'est-ce que je dois faire ?» Une nouvelle fois, la vie de Christopher va prendre une direction étrangement similaire à un de ses films préférés, La Corde, d'Alfred Hitchcock. Dans le film, deux amis réalisent le crime parfait en tuant l'un de leurs camarades. Christopher est lui aussi bien décidé à se débarrasser de son rival. Christopher a pris une batte de baseball ou un morceau de bois. Il a frappé le fils et il lui a ouvert le crâne en deux. Il se débarrasse du corps de John Sohus en l'enterrant dans le jardin, mais ne s'arrête pas là. Après le meurtre, il va encore plus loin, s'inspirant d'une des scènes de La Corde. Dans le film, les tueurs prennent la victime et la mettent dans un coffre. Ils recouvrent le coffre d'une nappe et y servent le dîner à tous les convives d'une soirée qui ne savent pas qu'il y a un corps dans le coffre. Après avoir tué John Sohus, l'avoir découpé et enterré dans le jardin, Christopher a organisé une fête juste au-dessus de sa tombe. Je suis sûr qu'il s'est senti extrêmement puissant et supérieur, et que ce secret lui a donné un plaisir malsain. Pour assurer ses arrières, il fait croire que le couple a pris la fuite. Il propage la rumeur avant de disparaître un mois plus tard. Didi était très vieille et il ne lui restait sûrement plus longtemps à vivre. Il l'a persuadée que ses enfants l'avaient abandonnée. Et il s'est accaparé le rôle du nouveau fils. Et l'a convaincu de lui donner de l'argent. Linda, la femme de John Sohus, disparaît elle aussi. Pour certains, elle aurait été assassinée en même temps que son mari, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Pour d'autres, elle aurait fui avec Christopher. Une chose est certaine, elle ne sera jamais retrouvée. Christopher, lui, ne reviendra plus en Californie. Désormais, c'est dans la vie réelle, en multipliant les rôles de composition, qu'il va combler ses désirs de cinéma. Il s'envole pour la côte Est, bien déterminé à rejoindre le centre du pouvoir et de l'argent aux États-Unis. New York. En 1987, Christian a 26 ans. Il découvre cette ville qu'il ne connaît qu'à travers le cinéma. Les ponts, les tours, ce monde qui grouille. Ses vies et ses métiers si différents. En arrivant à Manhattan, il peut devenir qui il veut. Il lui suffit de choisir. Nous sommes dans les années 80, décennie qui a vu les valeurs du travail et du mérite personnel disparaître peu à peu devant l'argent facile et les signes de réussite clinquants. Si vous portez les bons vêtements et que vous parlez avec le bon accent, et si vous avez des biens, les bonnes peintures sur le mur, les objets de valeur qu'il faut dans le salon, personne ne verra la différence. Comme le veut l'adage, l'habit fait le moine.
Chris profite de cette période propice aux faux-semblants pour se fondre dans le décor. Il se perd dans le sud de Manhattan, au milieu des buildings écrasants de Wall Street. La main imposante de George Washington symbolisant la pleine puissance économique du pays. Ronald Reagan est encore au pouvoir. La croissance américaine ne s'est jamais aussi bien portée. Wall Street est le nouvel Eldorado à portée de tous. Wall Street, surtout à cette époque, dans l'industrie de la finance, était une sorte de club. Il y avait surtout des protestants, des gens de la côte Est, et pas de n'importe quelle famille. C'est ce milieu qu'il choisit d'infiltrer. Il côtoie ces jeunes friqués de bonne famille, les observe, les imite et travaille les détails. Son nouveau personnage sera Christopher Crowe, un ancien producteur de cinéma aux allures de millionnaire, prétendument qualifié pour jouer avec les chiffres. Il y a des preuves qu'à une ou deux reprises, il s'est fait passer pour un courtier. Notamment une fois à la bourse de New York, où il a utilisé une autre identité. En réalité, il ne connaissait rien à la bourse. Il n'a jamais été à l'université, il n'a jamais étudié la finance ni les affaires. Mais en se faisant passer pour cette personne raffinée et en adhérant à certains clubs, il a réussi à obtenir ses boulots. Sans aucune expérience ni qualification, il disparaît dans l'anonymat des bureaux de Wall Street. Après avoir de nouveau séduit la bonne personne, il est même employé comme responsable dans une banque. Il dirige une équipe de 15 personnes, gagne 13 000 $ par mois, sans éveiller le moindre soupçon. Son personnage, Christopher Crowe, est une réussite. Beaucoup de personnes avec ces caractéristiques ont un quotient intellectuel très élevé, une intelligence et des capacités à lire et à apprendre très vite. Christopher réussit pendant 2 ans ce petit jeu du faux trader avant de quitter le milieu de la finance pour un univers plus grandiose encore. Après Hollywood et Wall Street, Christian a la folie des grandeurs. Il veut devenir l'un des hommes les plus importants d'Amérique. Et aux États-Unis, l'emblème de la surpuissance, c'est la famille Rockefeller. Nous n'avons pas d'aristocratie aux États-Unis. Mais ce que nous avons, ce sont des gens très très riches, qui se sont fait des tonnes d'argent, particulièrement il y a plus d'un siècle, avec les chemins de fer et les banques, des choses comme ça. Et les Rockefeller signifient argent et pouvoir. Dans un sens, un peu comme le fantasme d'Hollywood ou de Wall Street, il y a aussi le fantasme des Rockefeller. Et c'est compréhensible pour quelqu'un venu de nulle part et essayant de se forger une nouvelle identité dans la société américaine. Rockefeller. À la simple prononciation de ce nom, les portes s'ouvrent. À 28 ans, il peaufine ce dernier personnage, son chef-d'œuvre. Pendant des mois, il se glisse peu à peu dans la peau de ce nouvel avatar. Il soigne son apparence comme il ne l'avait encore jamais fait. Lisant et relisant un livre de bonne manière, sa Bible personnelle, le Preppy Handbook. C'est un livre qui explique aux gens comment bien s'habiller et comment parler comme quelqu'un de la haute bourgeoisie, mais sur le ton de la blague. Mais il a étudié ce livre, j'en suis convaincu. Il a utilisé toutes les astuces du livre. Il remontait le col de son polo, il ne portait pas de chaussettes dans ses mocassins, il portait un certain type de pantalon, un certain type de chapeau. Je pense qu'il a utilisé ce livre comme une référence. Il ne se contente pas de créer une identité, il invente tout un passé, réunissant des détails crédibles. De sa date de naissance jusqu'au prénom. Il a étudié l'apparence des Rockefeller. Il portait le même type de lunettes qu'eux. James Frederick Clark Rockefeller est né.
son plus grand personnage, son meilleur. Il emménage à Manhattan, sur la 57e avenue. Dans cet immeuble assez modeste à l'époque, mais parfait pour commencer sa nouvelle vie de jeune héritier. Martha Henry est sa voisine de palier. Lorsqu'elle voit arriver ce jeune Rockefeller, elle est aussi surprise que charmée. Il sonne à ma porte et se présente. J'entends que vous aimez bien ce genre de musique et j'ai décidé que vous pourriez apprécier. Tout cela est vraiment très inhabituel à New York. Personne ne frappe à la porte des gens pour se présenter. Je me suis demandé s'il débarquait ou s'il était juste sympathique et naïf. Je ne savais pas quoi penser. Martha est vendeuse d'art à New York. Une aubaine pour Clark, qui voit là un excellent moyen de s'introduire dans le milieu des collectionneurs. Un jour, Martha voit arriver son voisin qui lui propose de venir évaluer quelques toiles de maître exposées dans son salon. Un Mondrian, un Rothko ou encore un Pollock. Je lui ai demandé d'où viennent ces toiles. Et il m'a répondu, ma grand-tante Blanchette a fondé ce petit musée sur la 53e rue, le MoMA, et elle me les a laissés. Il m'a semblé qu'entre le moment où elle était décédée et celui où il avait hérité de ses tableaux, cela pouvait être plausible. Comme Martha, ils sont beaucoup à avoir vu ces tableaux. Walter Kirn, qui le rencontra bien plus tard, se souvient du même appartement, des mêmes toiles et des anecdotes extraordinaires qui les accompagnent. C'était de grandes toiles posées contre le mur. Et Clark m'a dit, « Tu sais comment Mark Rothko est mort ? Il s'est suicidé, il s'est ouvert les veines dans son studio. » Puis il a pointé une toile du doigt. « Tu vois ces petites taches marron sur la toile ? C'est le sang séché de Mark Rothko avant qu'il ne meure par terre. » Vous voyez, quelle histoire. Ce mec avait un sacré culot, il était courageux. Il racontait des histoires qui auraient pu faire rire n'importe qui. Mais il le faisait avec une telle passion, une telle confiance, que vous y croyez. Vrai ou faux tableau, le mystère reste entier. À l'époque, le marché de l'art est un peu opaque, et chacun y va de sa théorie sur la provenance de ses toiles. Il y avait un type, un Chinois, qui vivait dans le Queens et qui était capable de reproduire des Rothko, des Pollock. On pouvait facilement les obtenir par consignation ou sur approbation, surtout si quelqu'un pense que vous êtes un Rockefeller. Vous arrivez dans une galerie, vous aimez une toile en particulier, bien sûr que la galerie va vous laisser emporter la toile. Ça ne veut pas dire que ces toiles lui appartenaient. Cela aurait très bien pu être un prêt. Au début des années 90, New York voit exploser le marché de l'art. Tout le monde a eu vent de ce Rockefeller qui dit commencer une collection, mais bizarrement, personne ne parvient à lui faire acheter la moindre toile de maître. Martha Henry a elle aussi tenté de convaincre son voisin de lui acheter une toile de Mondrian. Nous regardions les toiles et il m'a dit « Je ne peux pas acheter ces tableaux. » Je lui demande « Et pourquoi ?» Il me répond « Parce que c'est vert. » Et je lui dis « Mais de quoi tu parles? Cette couleur, c'est bleu. » La couleur était turquoise, à vrai dire. Et il lance « Mondrian n'aurait jamais utilisé ce vert. » Je me dis « Ce gars est fou. » Et je n'ai pas conclu la vente. En réalité, Clark n'a pas assez d'argent. Tout ce petit jeu sert uniquement à alimenter la rumeur autour de lui. Comme à San Marino, en Californie, il est encore à la recherche d'une femme qui pourrait lui offrir la vie aisée d'un vrai Rockefeller. Un soir, chez des amis, il rencontre Sandra Boss, une jeune femme fraîchement diplômée de Harvard et promise à une grande carrière dans la finance.
Sandra avait une sœur et il sortait avec la sœur avant de se tourner vers elle. Je pense qu'il se servait de sa sœur pour se renseigner sur les goûts de Sandra, pour ainsi provoquer leur rencontre, lui montrer qu'il la connaît vraiment et qu'ils sont faits l'un pour l'autre. L'opération séduction fonctionne. En 1993, Clark a 32 ans quand il demande la main de sa nouvelle petite amie. Il n'a pas de papier d'identité à son faux nom, alors il trouve une astuce et célèbre son union dans le Nantucket. Lors d'une cérémonie Quaker, un mouvement religieux peu regardant sur les formalités administratives, le mariage est prononcé sans prêtre ni famille proche. De retour à New York, Clark réussit à convaincre sa femme qu'il attend un héritage conséquent, mais qui tarde à arriver. En attendant, il pioche allègrement dans le compte en banque de Sandra, dont la carrière décolle. Elle avait la carrure d'une femme d'affaires, travaillant pour une compagnie internationale qui gagnait beaucoup d'argent. À cette époque, Sandra gagnait plus d'1 million de dollars par an. Le couple s'installe à 2 pas de Central Park. Clark vit maintenant comme un vrai Rockefeller. Les œuvres d'art sont désormais faciles à acquérir. Sandra entretient son mari, qui ne conduit pas, ne paye pas au restaurant et n'a jamais d'argent sur lui. Pourtant, tout cela ne soulève aucune suspicion auprès de ses proches. Vous pouvez aller dans des clubs privés à New York ou dans des hôtels comme le Carlyle, que les célébrités fréquentent car le personnel y est vraiment discret. Vous pouvez très bien être Clark Rockefeller, être dans la même pièce que David Rockefeller, et personne ne viendra jamais vous dire « Monsieur Rockefeller, votre oncle est ici ». Il était installé à une table près de la fenêtre, très haut dans un bâtiment qui surplombait tous les autres. Après le repas, il a désigné un bâtiment du doigt et a dit « Tu sais, cet endroit appartient à ma famille. C'est le Rockefeller Center. Tu voudrais venir avec moi le visiter ce soir ? J'ai une clé dans ma poche. » Et je me suis dit, comment c'est possible qu'il n'y ait qu'une clé pour entrer dans ce bâtiment ? Je n'ai jamais vu la clé, mais c'était un magicien. En tapotant sa poche, il m'a fait croire qu'il avait une clé. C'était un vrai illusionniste. Cette vie luxueuse dans le New York chic va durer 5 ans. Mais Clark s'ennuie. Toujours inspiré par son livre, le Preppy Handbook, il veut maintenant acquérir un cottage. Comme s'il voulait mettre une touche finale à son personnage de WASP, riche et élégant. En 1998, à 37 ans, il change une nouvelle fois de vie. Il convainc sa femme de s'établir à 2 heures de route de New York, dans le New Hampshire. Corniche. Des grands espaces, des paysages enneigés et un silence religieux. Dans ce décor placide, le couple trouve cette imposante maison coloniale. Perdue au milieu d'une nature un peu inquiétante, elle surplombe la rivière. Le premier voisin est à plusieurs kilomètres. C'est un village paisible, de 1600 habitants, sans histoire. Clark reprend ses habitudes. Il tente des approches de séduction auprès de ses voisins. En commençant par John Hammond, le forgeron de la ville. Il voulait faire du cidre. Et chaque automne, je fais moi-même du cidre. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Je lui en ai fait goûter et on a parlé de pommiers. Mais ici, à Corniche, dans ce paysage qui n'est pas sans rappeler sa ville natale, quelque chose ne fonctionne pas. Son mode opératoire habituel semble ne pas prendre sur les habitants.
Dans cette ville, on se fiche de qui tu es, mais on s'intéresse à ce que tu fais. Les gens ne sont pas intéressés par votre argent ni par votre réputation. Est-ce que vous êtes un bon voisin? Est-ce que vous êtes agréable? Est-ce que vous participez aux activités de la communauté? Clark essaye de s'adapter, mais ses manières ne passent pas. Par exemple, lors d'une assemblée municipale, il propose de régler des travaux pour la ville qui s'élèvent à plus de 100 000 $. Mais il met des conditions. Clark s'est levé et il a annoncé « J'aimerais signer un chèque pour la police municipale à condition que la ville me cède l'église pour $1. » Ce n'est pas comme ça qu'on procède ici. Il voulait faire les choses à sa façon, et si ça ne fonctionnait pas, il s'énervait. Son accès de colère trahit ses premiers signes de faiblesse. Dans ce petit village, dans cette Amérique reculée, et pour la première fois depuis 30 ans, il perd le contrôle de la situation. On pourrait émettre l'hypothèse que la situation à Corniche était similaire à sa ville d'enfance, parce que c'était une petite ville. Bien souvent, les rêves les plus grandioses peuvent être percés à jour, être détruits et s'effondrer comme un château de cartes. Les voisins remarquent les comportements de plus en plus étranges du nouvel arrivant. Un jour, il se met à développer une obsession féroce pour la sécurité. Il a acheté 2 voitures de sécurité qui ressemblaient à des véhicules de police. Il les a garées dans son allée devant la maison. Il y a mis des mannequins. Prise par son travail, Sandra Boss passe la plupart de son temps à Boston, non loin de là. Clark, lui, passe des semaines entières seul dans l'immense maison. Il devient très méfiant et paranoïaque. Walter Kirn, qui lui rend visite au début des années 2000, découvre une maison à l'abandon, aux allures de bunker et dans laquelle il vit presque reclus. C'était une maison très particulière, un vieux manoir, une grande maison ancienne en mauvais état et en travaux. Il n'y avait pas de fenêtres, on aurait dit une maison hantée, comme dans les contes d'horreur. Elle était très sombre et très froide, quasiment vide. Il ne finissait aucun projet, il passait de l'un à l'autre. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité de ce type sont vulnérables et assujettis à une rupture émotionnelle ou physique. Le 23 mai 2001, un événement va secouer son petit monde fictif. À 40 ans, il devient papa. Elle s'appelle Ray. Il la surnomme Snook. Elle devient ce qu'il a de plus cher au monde. Il prenait vraiment soin de sa fille. Il l'aimait, il la protégeait et passait beaucoup de temps avec elle. C'était sûrement la première fois de sa vie qu'il aimait quelqu'un. Pendant 5 ans, Clark élève sa fille quasiment seul. Il est obsédé par son éducation et ses capacités intellectuelles. Il la traitait un peu comme un singe savant. Viens là, montre-leur que tu sais parler. Fais ci, fais ça. Il était clair qu'il n'était pas juste fier d'elle, mais il lui avait appris des choses. Et il voulait la mettre en avant. Pour lui donner la meilleure scolarité possible, le couple quitte Corniche en 2006. C'est à Boston que va s'écrire la dernière partie de son aventure, rocambolesque. Dans cette ville, une des plus anciennes du pays, subsistent de nombreuses traces de l'époque coloniale, imposant un cadre sévère et conservateur. La famille Rockefeller s'installe dans une maison du quartier le plus chic de la ville, à Beacon Hill, dans cette rue aux allures britanniques.
Ici, Clark vit une vie de père au foyer et devient de plus en plus exigeant avec l'éducation de sa fille. Si en apparence tout va bien, en réalité, le couple bat de l'aile. Après 10 ans de mariage, les premiers soupçons s'éveillent chez Sandra. En 2007, elle fait appel à Frank Rudevich, un détective privé, pour préparer une demande de divorce. Les premiers résultats de son enquête sont très étonnants. On ne pouvait trouver aucune information sur Clark Rockefeller avant 1993. En somme, il semblait être né à l'âge de 38 ans. Il nous a dit qu'il était né le 29 février 1960 à New York. Cela correspondait bien à un Rockefeller, mais ce n'était pas lui. Clark, qui est au courant de l'enquête, tente de le mettre sur une fausse piste. On a obtenu assez d'informations pour suivre sa trace, ce qui nous a incité à continuer cette enquête. Il avait toujours une réponse prête quand on le soupçonnait de mentir. Mais malgré ses efforts, son imposture est en partie démasquée. Sandra obtient très facilement le divorce et la garde exclusive de leur fille. Elle veut être la seule à avoir la garde. Et Clark est dévasté. Elle est le centre de sa vie, la seule chose dans sa vie qu'il chérisse. Et après le divorce, il me répétait sans cesse « Walter, je ne sais pas comment je vais continuer à vivre. » Il aurait pu disparaître. Il a obtenu de l'argent du divorce. Il aurait pu aller n'importe où avec une nouvelle identité, comme il souhaitait le faire avec sa fille. Mais il a choisi de revenir. Il n'avait aucune raison de revenir. Clark vient de perdre la garde de sa fille, mais il lui reste une dernière carte à jouer. Il doit bientôt revoir sa fille sous la surveillance d'un assistant social. Seul, isolé pendant des semaines, Clark planifie une à une les étapes de son plan. Clark savait que ce jour allait arriver depuis des mois. Et il a beaucoup préparé le terrain pour se créer une nouvelle identité. Utiliser l'argent de Sandra pour se trouver une cachette à Baltimore. Et fomenter un plan pour kidnapper sa fille. À ce moment, il a vraiment présenté d'authentiques émotions humaines envers sa fille. Au moment où son enfant faisait partie de l'équation, le rêve d'Hollywood, de Wall Street et le désir d'être un Rockefeller ont été rompus. Le 27 juillet 2008, Clark retrouve Ray dans le lieu le plus ouvert de la ville, le parc public de Boston, posé au milieu des immeubles à la vue de tous. Les enfants qui jouent, les coureurs habituels, le jardin offre au père et à sa fille des retrouvailles joyeuses. C'est ici, dans cet endroit paisible, que Clark Rockefeller va commettre l'erreur qui fera s'écrouler toute sa vie d'imposteur comme un château de cartes. Les heures passent et Clark attend un moment d'inattention de la part du surveillant. Le moment venu, il n'a pas une seule hésitation. Il a violemment poussé le superviseur par terre. Il a saisi Ray et l'a embarqué dans un véhicule qui l'attendait. Une première voiture, une deuxième. En quelques heures, il atteint New York, puis la ville de Baltimore. Là-bas, un appartement et un bateau l'attendent au nom de sa nouvelle identité, Chip Smith. Pendant plusieurs jours, il garde sa fille ici. À Boston, le procureur Daniel Conley et le FBI sont en alerte maximale. Ray, sa fille, était notre priorité. On était inquiets qu'il fasse du mal à l'enfant. Il avait eu un divorce difficile avec son ex-femme. Sandra avait peur de lui. Et on le sentait d'une certaine façon capable de violence.
Son portrait est diffusé en masse. Et alors que les autorités semblent avoir perdu sa trace, un homme signale avoir reconnu le faux Rockefeller. Le gérant d'un immeuble, où il avait récemment acheté un appartement, a reconnu son visage. Il n'a pas reconnu Clark Rockefeller, bien sûr, mais Chip Smith, et a informé la police. Il possédait un catamaran qui était amarré dans les environs, et la ruse était de lui faire croire qu'il y avait un problème avec l'embarcation, qu'elle prenait l'eau, et de le faire ainsi sortir de chez lui. Il laisserait probablement sa fille dans l'appartement. Ainsi, on la récupérerait et on arrêterait son père. Il s'est rendu sans aucune violence, sans résistance. Il a coopéré avec la police. La police ne sait pas vraiment à qui elle a affaire, mais les résultats des analyses d'empreintes vont vite révéler une identité. Ils ont comparé ces empreintes avec la base de données nationale. Et ils ont trouvé des empreintes identiques. Ce n'était pas celle de Rockefeller, mais celle d'un certain Christian Karl Gerhardstreiter. Il disait à la police, non, je ne suis pas Christian Karl Gerhardstreiter. Je me fiche de ce que disent les empreintes digitales. Je suis Clark Rockefeller. Les gens dont la personnalité est structurée de cette façon, dans ce genre de situation, en viennent à croire indéniablement à leur histoire et peuvent même oublier tout ce qui s'est passé avant. Où ils ont grandi, d'où vient leur famille. Clark Rockefeller, Christopher Crowe, Chris Chichester, Christian Gerhardstreiter sont la seule et même personne. Pire encore, Clark est un imposteur, mais également un meurtrier. Le corps de John Sohus a été retrouvé en 1995. La police californienne recherche Chris Chichester depuis plus de 20 ans. Lorsque les masques tombent, Walter Kirn est sous le choc. Je vois la nouvelle et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je me suis effondré. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis rendu compte que tout ce qu'il m'avait raconté était un mensonge. Tous les moments passés ensemble étaient de la fiction. Non seulement il m'avait trompé, non seulement il m'avait menti, mais en plus, la personne que je croyais connaître était probablement un monstre de cruauté et de violence. Le 3 septembre 2008, après 30 ans d'imposture, à 47 ans, Christian Gerhardstreiter est jugé ici à Boston pour l'enlèvement de sa fille. Il plaide la folie. L'État a essayé de prouver qu'il ne souffrait d'aucune maladie mentale, lui empêchant de distinguer le bien du mal. Mais la défense a appelé à la barre un expert qui a confirmé qu'il ne pouvait pas faire la différence entre le bien et le mal. Et de ce fait, il ne pouvait pas se conformer à la loi. Finalement, le jury s'est rangé du côté du procureur et a jugé qu'il était sain au moment des faits. Et l'a ainsi déclaré coupable. Il purge sa peine à Boston pendant 5 ans avant d'entamer son deuxième procès pour meurtre en mars 2013. Christian a maintenant 52 ans. Il est absolument seul. Ses parents sont décédés et aucun membre de sa famille n'a voulu venir le voir en prison. Il est condamné à la peine maximale, prison à perpétuité. Walter Kirn a suivi toute l'affaire, mais il n'a pas obtenu toutes les réponses. Après le procès, il rend visite à son vieil ami. Le souvenir de sa dernière rencontre lui glace encore le sang. Quel est ton secret pour amener les gens à croire à tes mensonges? Il m'a regardé et m'a dit, « Walter, c'est très simple. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Je t'ai simplement traité comme la personne que tu espères être, mais qui, au fond, a peur de ne pas l'être. Et tu es devenu accro à cette impression d'être important, et tu penses qu'il n'y a que moi qui peux te procurer ce sentiment. C'est pour ça que tu reviens toujours vers moi.
À sa manière, Christian Gerhardsreiter a trouvé sa place dans ce monde d'apparence. Toute son histoire a été empruntée aux films, aux personnages et aux vies de ceux dont il a croisé la route. Il a déjà inspiré 3 livres et aujourd'hui, les studios hollywoodiens ont même racheté les droits d'adaptation. Le rêve de cinéma du jeune Christian est peut-être enfin à portée de main.